7 qui porte sur la flexion. Avant de commencer, on va juste faire un rappel très rapide sur les concepts de base. Alors, on se souvient de la formule qui est utilisée pour trouver les contraintes de flexion à n'importe quel point sur la hauteur d'une poutre. Alors, ça, c'est la formule qu'on utilise. Alors, dans cette formule, la première chose, c'est le M. Le M correspond au moment interne, au point où on veut trouver la contrainte. Alors, pour faire ça, on a besoin de dessiner le diagramme M. Deuxième chose qu'on voit dans cette formule, c'est le Y. Le Y, c'est la distance perpendiculaire entre l'axe neutre et le point où on veut trouver les contraintes. Par exemple, ici, si je voulais trouver les contraintes ici, à ce point, qui est montré en rouge, alors la distance perpendiculaire entre l'axe neutre et ce point, ça c'est le Y que j'utilise dans la formule. Alors, on a besoin de trouver la position de cet axe neutre. Et on a vu, c'est très simple. L'axe neutre, ça correspond à la position du centre de gravité. Alors, si je connais comment trouver le centre de gravité, je connais la position de l'axe neutre. Alors, on a plusieurs cas qu'on peut avoir. Alors, si on a des sections doublement symétriques, on n'a pas besoin de faire de calcul pour trouver le centre de gravité. On connaît tout de suite, c'est au centre. Alors, pour ces cas, on connaît l'axe neutre tout de suite. Mais pour les cas où on a une section, par exemple, qui est seulement un axe de symétrie, par exemple cette section en T, dans ce cas, on doit faire un tableau, trouver le centre de gravité, et ensuite, on sait la position de l'axe neutre. Alors, ça, c'est important. L'autre chose importante dans cette formule, c'est le I. Alors, le I, ça correspond au moment d'inertie qui résiste le moment interne. Alors, comment est-ce que je connais? C'est quoi le I? C'est par rapport à quel axe? C'est très simple. Okay? Juste faites une coupe, par exemple, ici, dans cette poutre. Okay? Vous allez voir que le M, le moment interne, on peut le représenter comme ça. Alors, comme on a vu avec la torsion, ce qu'on peut faire, c'est on peut remplacer les moments, la direction des moments, par des doubles flèches. Une double flèche, ça correspond à un moment comme il est montré ici. Alors, si je utilise ma main droite et je mets mes doigts dans la direction du moment ici, mon pouce va me dire c'est quoi l'axe qui résiste ce moment. Alors, si je fais ça pour cet exemple, essayez. Mettez vos doigts dans la direction du moment et votre pouce va pointer dans la direction de l'axe qui résiste ce moment. Alors, si on a une section en I pour cette poutre, ça va être cet axe Z qui résiste le moment. Alors, je vais trouver le moment d'inertie par rapport à cet axe Z. Donc, ça, c'est des concepts très importants. Ensuite, on a vu aussi que les contraintes maximales, où est-ce qu'ils sont? Ils sont aux fibres extrêmes, soit en haut et soit en bas. Et à l'axe neutre, on a dit c'est 0. Alors, on a une distribution triangulaire avec le maximum aux fibres extrêmes et à l'axe neutre, on a une contrainte de 0. Alors, certaines fois, on a besoin de calculer les contraintes en haut et en bas pour trouver ces contraintes maximales. Si on vous demande de trouver les contraintes maximales en valeur absolue, c'est simple, on va juste utiliser cette formule en valeur absolue. Et l'important ici, c'est le Cmax. On va choisir le maximum entre C haut et C bas et on va prendre la valeur absolue maximale. Et on va utiliser ça. Si on spécifie, on ne veut pas seulement la contrainte maximale, on veut la contrainte maximale en compression ou en traction. Dans ce cas, on doit faire attention. On a deux situations qui peuvent se présenter. La première situation, c'est après qu'on dessine notre diagramme M, on trouve que le diagramme M est toujours positif ou toujours négatif. Dans ces cas, c'est très facile. Vous allez juste mettre votre M critique, alors votre M max, la valeur maximale, dans les formules de contrainte de haut et contrainte de bas. Et ensuite, avec les signes, vous allez savoir c'est laquelle qui est compression ou traction. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, ou le deuxième cas, c'est un diagramme M qui a des portions positives et négatives, comme il est montré ici. Alors ici, on a un M max positif. Alors, on va évaluer les contraintes de haut et de bas à ce point. Mais aussi, on a un M max négatif. Alors, aussi, on a besoin de trouver les contraintes. Alors, j'ai besoin de trouver la contrainte max en haut et en bas. Et ensuite, j'ai maintenant 4 contraintes. Et
en utilisant ces 4 contraintes, je peux trouver c'est laquelle qui est maximale compression et laquelle qui est maximale contraction. L'autre type de problème que vous pouvez avoir, c'est comme un problème inverse. On vous donne la contrainte, alors on vous dit la contrainte permise est égale à X, okay, à quelque chose. Et on vous demande c'est quoi la charge maximale qu'on peut appliquer, ou c'est quoi le moment interne maximal que la poutre peut supporter. Alors ça c'est un problème qui est posé d'une façon un petit peu différente, mais c'est le même concept. C'est avec notre premier exemple. Alors on a une poutre qui est chargée comme il est montré dans la figure, et on nous demande de trouver la contrainte de flexion maximale. Okay, on va dire en valeur, ajouter ça en valeur absolue, et la distribution des contraintes à la section critique. Okay, alors la section critique c'est où on a le M maximal, et on nous demande d'évaluer deux options où on place la section d'une façon différente dans chaque option. Alors si on commence avec premièrement de trouver le M qu'on doit utiliser dans nos formules, alors il nous demande de trouver les contraintes à la section critique. Alors si la première étape c'est de trouver les réactions, ensuite dessiner le diagramme B, et ensuite dessiner le diagramme M. Alors je vous recommande de faire ça comme exercice, et si vous faites ça, vous allez trouver le diagramme M qui est montré ici. Et si on évalue ce diagramme, c'est quoi le moment critique? C'est 2 kip foot. Alors ça c'est notre M qu'on va utiliser dans nos formules. Ensuite on va évaluer premièrement la première option. Alors la première option c'est avec la 6 comme la base et la 12 inches en hauteur. Alors première chose, on doit trouver le centre de gravité de cet élément. Pourquoi? Parce que ça nous dit c'est où l'axe neutre. Et parce que c'est une section qui est doublement symétrique, tout de suite par inspection, je connais que c'est au centre. Alors, axe neutre, ok, on peut le trouver par inspection. Sinon, je devrais faire un tableau pour trouver le centre de gravité. Ensuite, parce qu'il nous demande la contrainte de flexion maximale, je dois trouver CO et C bas. Et dans ce cas, les deux sont égales. Okay, alors, c'est quoi le CO? C'est la distance entre l'axe neutre et la fibre extrême de haut, et c'est égal à 6 pouces dans ce cas, et la même chose pour la fibre de bas. Si on parle de valeur absolue, alors le C max c'est égal à 6 inches. Et le moment d'inertie, si on place la section comme il est montré dans l'option 1, c'est quoi l'axe qui résiste? Okay, c'est cet axe qui est montré en vert. Cet axe va résister le moment interne. Alors, je vais calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe. Alors, dans ce cas, on va avoir 1 sur 12, B c'est égal à 6 et le H est égal à 12. Alors, dans ce cas, je trouve 864 inches à la 4. Ensuite, je peux trouver la contrainte maximale. Alors, disons que je veux travailler en pounds et inch. Alors, ça c'est en kip foot. Alors, je vais transformer le M qui est égal à 2 kip foot. Premièrement, je dois transformer les kips en pounds. Alors, je vais multiplier par 1000 pounds. Et je vais multiplier par 12 parce qu'on a 12 inches. Okay, dans un pied. Alors, ça me donne 24 000 pounds inch. Alors, je vais utiliser 24 000. Et parce qu'on parle de la contrainte maximale absolue, je ne m'inquiète pas des signes pour le M et je prends tout en valeur absolue. Le C, on a trouvé, c'est 6. Et le I, on vient de trouver, c'est 864. Alors, si vous faites ce calcul, vous allez trouver 167 pounds par inch carré, ou 167 psi. Et si on voulait la distribution des contraintes, c'est très facile. Premièrement, à l'axe neutre, je connais c'est égal à 0. Et on a dit pour les contraintes de flexion, que si notre déformation est plus petite que la déformation qu'on appelait le yield strain, dans ce cas, la distribution va rester linéaire pour les contraintes et les déformations. Alors, si je connais ça, c'est 0, à la fibre extrême, on va avoir les valeurs maximales. Alors, parce que CO est égal à C bas, les deux vont être 167 psi ici. Et si je veux savoir laquelle est compression et traction, parce qu'on a un M positif, qu'est-ce qui va arriver? Okay, on se souvient de ça. Alors,
si on imagine la forme déformée de la section au milieu de la poutre, en haut, on va avoir de la compression et en bas de la traction. Alors ça va être traction et ça va être en compression. Ok? Alors ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est d'évaluer la contrainte. Si on place la poutre, au lieu de la placer comme il est montré dans l'option 1, on va la placer avec le 12 en bas. Alors, premièrement, axe neutre, centre de gravité, encore une fois, c'est exactement au centre, par inspection. Mais le C, dans ce cas, c'est égal à 3 pouces. Donc ça, c'est égal à 3 pouces. Et le I, c'est par rapport à l'axe qui est montré en vert pour l'option 2. Alors, le B, ça va être 12 dans ce cas. Et le H, ça va être 10. Alors, le moment d'inertie est égal à 216. Vous pouvez voir, celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. Okay, on va voir c'est quoi l'impact de ça. Ensuite, je trouve la contrainte. Alors, le moment, il est le même dans les deux cas. Alors, ça, c'est 24 000 pounds inch. Et le C, dans ce cas, c'est 3. Et le I, le moment d'inertie, c'est 216. Parce que ça, c'est le moment d'inertie qui résiste. Alors, je trouve 333 pounds par inch carré. Alors, si j'examine celui-là et je le compare à celui-là, vous voyez que si j'étais l'ingénieur qui devait choisir quelle option utiliser, c'est laquelle que j'utiliserais. Ok? C'est celle-là. Pourquoi? Parce que la contrainte, avec le même moment, j'obtiens une contrainte plus petite. Alors, j'utilise le matériel beaucoup plus efficacement que dans ce cas. Ok? Alors, ça c'est juste pour vous montrer la différence. Et la différence, c'est à cause du I, qui est différent dans les deux cas. Ok? Et si je veux dessiner la distribution encore à l'axe neutre, on a 0. Et encore une fois, parce que CO est égal à C bas dans ce cas, je connais qu'on a 333 en haut et en bas. Et parce qu'on a un M positif, je sais ça c'est compression. Et ça c'est traction. Ok, ça c'est en 3 dimensions. Mais si je voulais dessiner ça en 2 dimensions, c'est juste comme ça. Alors ici on a 333 compression. Ici on a 0. Et en bas on a 333 en traction. Alors on nous dit qu'on a une poutre qui doit résister à un moment interne de 1 kPa. Alors dans ce cas on nous donne le moment interne. Sinon on devrait faire le dessin du diagramme M et on pourrait trouver ça. Et on nous demande de trouver les contraintes de flexion aux points A et C. Alors ça c'est le point A et ça c'est le point C. Les contraintes de flexion, la contrainte de flexion maximale en valeur absolue et la contrainte de flexion maximale en tension et compression. Alors comme j'ai dit, la première étape ça serait de trouver le M qu'on devrait utiliser dans nos formules. Mais ici il nous donne ça. Deuxième étape, c'est de trouver la position de l'axe neutre. Alors dans les exemples comme ça, si on a une section carrée ou rectangulaire, ou une section carrée rectangulaire avec un vide, ou une section circulaire, ou une section circulaire avec un vide, ou une section I qui est comme ça. Alors dans ces cas, ça c'est des sections qui ont deux axes de symétrie, ou des sections doublement symétriques. Alors je connais tout de suite que le centre de gravité est exactement au centre des sections. Mais dans l'exemple qu'on a, on a un axe de symétrie. Alors par exemple ça. Ou l'exemple qu'on a ici. Ou n'importe quel autre exemple où on a seulement un axe de symétrie. Dans ce cas, on doit trouver la position de l'axe neutre. Ok, la position de l'axe neutre. Alors c'est quoi cette position de l'axe neutre? Et on a dit ça correspond au centre de gravité. Alors on doit être capable de trouver le centre de gravité et ensuite on peut répondre à la question. Alors ça c'est la prochaine étape, c'est de trouver la position du centre de gravité. Alors comme on avait vu dans le TD Web sur les moments d'inertie, on va juste mettre notre point de référence ici sur l'axe de symétrie et ensuite on va diviser ça en des éléments simples. 3 rectangles, alors je vais dire ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, et ça c'est l'élément 3, et 229.5 divisé par 36, vous allez trouver la position de l'axe neutre qui est égale à 8.625 inch. Okay. Alors si je prends la hauteur totale, je peux trouver l'autre valeur, ça c'est 6.375.
OK? Alors, dans la question, on nous demande la contrainte à divers points. Alors, je vais trouver le Y pour chacun de ces points. Alors, pour le YA, okay, le point A est ici. Okay, alors, ça, c'est le point A. Et ça, c'est le point C. Alors, pour le YA, la valeur est égale à, parce que ça, c'est 1.5 inch. Je peux trouver le YA, ça, c'est moins 7.125. Alors, vous voyez que j'utilise moins. Pourquoi? Parce que j'ai descendu en bas de l'axe neutre. Parce que ça, c'est maintenant la position du CG. Ça, c'est la position de l'axe neutre. Okay, j'ai descendu en bas. Et pour le YC, encore une fois, ça, c'est 1.5. Alors, je peux trouver le YC. C'est égal à 4.875 inch. OK? Ensuite, le CO, dans ce cas, c'est égal à plus 6.375. Le C bas, c'est égal à moins 8.6. Et le C max, en valeur absolue, c'est juste 8.625 inch. Et maintenant, je peux aller à la prochaine étape, qui est de trouver le moment d'inertie. Alors, on a dit, ça, c'est l'axe neutre. Et ça, c'est l'axe qui résiste au moment interne. OK? Alors, ça, c'est... On a trouvé ça. Alors, encore une fois, je peux diviser ça en 3 éléments simples. Et je vais trouver le IZ. Okay, le I par rapport à cet axe. Alors, si vous faites ça, vous faites un tableau comme ça, comme on avait vu avant. Et vous allez trouver une valeur de IZ est égal à 11,96 inch à 4. OK? Alors, notre moment, c'était donné, le M critique, c'était 1 kip foot. Okay, alors j'ai le choix, soit de travailler en pounds, inch, ou en kips. Ok, alors je vais faire, vous allez voir dans le TD Web, je vais faire les deux cas. Alors si je travaille en pounds, inch, la réponse va me donner, va être en PSI, pounds per square inch. Et si je travaille en kips inch, la réponse va être en KSI, kip per square inch. Alors dans ce cas, choisissons de travailler en pounds inch. Alors si je veux travailler en pounds inch, premièrement le M, c'est égal à 1 kip foot. Alors, je dois convertir ce 1 kip foot en pounds inch. Alors, j'ai 1 kip foot. Je multiplie premièrement par 1000 pour transformer ça en pounds. Ensuite, je multiplie par 12 parce que j'ai 12 inches dans un pied. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver une valeur de 12 000 pounds inch. Okay, alors vous pouvez oublier ça ici. Et juste faites ça à l'extérieur. Vous allez trouver 12 000 pounds inch. Vous allez trouver 12 000 pounds inch. Et le YA, c'est égal, dans notre question, on avait trouvé c'est moins 7.125 inch. Alors si vous divisez par I, vous allez trouver 71.5 pounds par inch carré ou 71.5 psi en fraction. Si vous faites pour le point C, alors encore une fois, vous pouvez enlever ça ici. C'est le même moment, c'est 12 000 pounds inch. Et le YC, c'était égal à plus 4.875. Et on divise par le I. On va trouver moins 48.9 pounds par inch carré. Alors, c'est 48.9 en compression. Okay, alors on a trouvé les contraintes au point A et C. Si on veut trouver la contrainte de flexion maximale en valeur absolue, alors encore une fois, on a notre M de 12 000 pounds inch. Alors, je peux mettre ça ici. 12 000 pounds inch. Et on multiplie par le C max. Dans notre cas, le C max est égal à 8.625. Et vous allez trouver 86.5 psi. Si on veut les contraintes de flexion maximale en tension et en compression, on doit utiliser ça. Alors ici, on avait utilisé la valeur absolue de toutes les valeurs de M et de C. Dans ce cas, on doit faire attention au signe. Alors si je commence avec la contrainte de O, encore une fois, ça c'est 12 000 pounds inch. Et le CO,
c'était égal à plus 6.375 inches, alors vous allez trouver moins 63.9 pounds par inch carré ou 63.9 psi en compression. Et si vous faites le calcul pour la contrainte de bas, ça c'est 12 000. Mais maintenant notre C est égal à moins 8.625. Alors je vais faire attention à utiliser le bon signe. Je divise par I et je vais trouver plus 86.5 pounds par inch carré ou 86.5 psi en traction. Alors si je voulais dessiner ça, alors ça c'est en 3D, mais si je veux dessiner ça en 2D. Okay, alors ça c'est la poutre. Et ça c'est l'axe neutre. Okay, premièrement, à l'axe neutre, on connaît c'est égal à 0, la contrainte. Et on avait trouvé que pour la contrainte de base, c'était 86.5 en traction. Alors ça c'est 86.5 en traction. Et en haut, on avait trouvé c'est 63.9. 63.9 en compression. Et entre le point 0 et la fibre extrême, on a dit c'est une distribution linéaire. Ok, alors ça va être comme ça. Alors, ça c'est comme ça. Poutre qui est montré, trouver à la section critique la contrainte de flexion maximale en valeur absolue et la contrainte de flexion maximale en tension et compression. Alors, avant de commencer, on doit trouver les réactions et dessiner le diagramme V et M. Alors, je vais vous donner les réactions, mais essayez tout seul. Alors, ça c'est 2.43 et le moment fixe ici, c'est 4.86. Et tout ça, ça c'est en kilonewton et mètres. Ok, alors on peut dessiner notre diagramme V. Ok, ça va être très simple. Il y a 0 ici et on saute de 2.43 comme ça. Et ensuite rien arrive, alors ça va rester plat jusqu'à ce point et on a un saut vers le bas de 2.43 et ça va revenir à 0. Ok, alors ça c'est notre diagramme V. L'air ici sous cette courbe, c'est juste 4.86 et ça c'est égal au delta M. Okay? Alors si on dessine notre M, okay, on a un moment concentré 4.86 et ça c'est counterclockwise. Alors le saut dans le diagramme M, ça va être comment? Vers le haut ou vers le bas? Ça va être vers le bas. Donc ça c'est 4.86 et ça c'est en kilonewton mètre, ça c'est en kilonewton. Alors 4.86 vers le bas. Et ensuite le delta M, on a dit c'était plus 4.86. Ça c'est moins 4.86, plus 4.86. Alors je sais ça va revenir à 0 et c'est correct parce que ça c'est un free end. Et la distribution, parce que ça c'est plat, ça va être distribution linéaire comme ça. Okay, alors on a trouvé notre diagramme M. Alors notre M à la section critique est égal à moins 4.86 kilonewton mètre. Ensuite, parce que cette section n'est pas doublement symétrique, comme dans l'autre exemple, on doit trouver le centre de gravité qui correspond à l'axe neutre. Alors on va mettre notre point de référence comme ça, 0, 0, et on va trouver c'est quoi cette distance y bar. Et si vous faites le tableau, vous allez trouver c'est égal à 140.9. Alors ça c'est 140.9. Alors la valeur de C, alors CO est égal à 59.1 mm. Et C bas est égal à moins 140.9 mm. Et le C max en valeur absolue, c'est égal à 140.9 mm. Okay, alors ça c'est la valeur dont on a besoin pour résoudre le problème. L'autre chose qu'on devrait faire, c'est de trouver le moment d'inertie. Alors ça c'est le centre de gravité. Et ça c'est l'axe Z. Alors je dois trouver le moment d'inertie par rapport à cet axe Z. Vous pouvez essayer de faire ça avec un tableau comme ça et vous allez trouver une valeur de 42 points. Ok, alors maintenant je peux répondre aux questions. Alors la contrainte maximale en valeur absolue, alors je vais utiliser toutes les valeurs absolues. Alors on avait trouvé 4.86 kilonewton mètre.
moins 4,86 kN. Alors si je veux mettre ça en Newton-mètre, premièrement je multiplie par 1000 pour transformer les kN et je multiplie par 1000 pour transformer les mètres en millimètres. Alors ça c'est moins 4,86 10 à la 6 Newton millimètre. Alors si je veux travailler en Newton et millimètre, okay, alors je vais avoir moins 4,86 10 à la 6, mais on a les valeurs absolues ici. Okay. Multiplié par le C max qu'on avait trouvé est égal à 140,9. Okay, alors encore une fois en valeur absolue. Alors si je fais ça, je vais trouver 16,1 MPa. Ensuite, si on nous demande la contrainte maximale en tension et en compression, dans ce cas, on doit vérifier la contrainte de haut et de bas et on utilise les formules qui sont montrées. Alors, ça c'est, on va mettre des bons signes ici. Alors ça c'est moins 4,86 10 à la 6 Newton millimètre. Le CO, dans ce cas, ça c'est 50,1. Et on divise par I. Si on fait ça, on va trouver plus 6. On va trouver plus 6,74. Alors 6,74 en traction. Et si on fait la contrainte de bas, alors ici on a moins 4,86 10 à la 6 et on multiplie par le C bas. Alors maintenant on va faire attention à mettre le bon signe. Alors ça c'est moins 140,9 et si on fait ce calcul on va trouver moins 16,1 Newton par millimètre carré. Alors 16,1 MPa en compression. Alors c'est quoi la contrainte maximale en traction? C'est 6,74 et c'est quoi la contrainte maximale en compression? C'est 16,1 MPa. Okay, juste une note importante, si on évalue le diagramme M pour notre cas, c'était toujours négatif. Okay, c'était toujours négatif le diagramme M. Alors dans ce cas, c'est très simple. On va juste trouver la contrainte de bas et haut comme on a fait. Et ensuite, après qu'on trouve la réponse, on va dire c'est laquelle qui est traction et compression. Mais si vous avez le cas comme on a vu au début des notes, où le diagramme M, okay, il change. Il y a une valeur max positive et une valeur M max négative. Dans ce cas, on doit évaluer aux deux positions. Okay, alors on va avoir 4 contraintes en total et on va choisir laquelle est maximum. Et on va faire un exemple qui est comme ce cas. Alors ça c'est le prochain exemple. On a une poutre et on nous demande de trouver la contrainte de, les mêmes deux questions, contrainte de flexion maximale en valeur absolue et la contrainte de flexion maximale en tension et compression. Alors, première étape, c'est de trouver les réactions. Je vous ai donné ça ici. Ensuite, on doit dessiner notre diagramme VM. Alors, on va le faire. Alors, si je commence avec le diagramme V, alors je commence à 0 et ensuite j'ai 281 vers le haut. Alors ça va être 281 comme ça. Alors ça c'est en pounds. Ensuite, il n'y a rien qui arrive jusqu'à cette charge concentrée de 700. Alors ça va revenir comme ça, moins 700. Alors ça va être 419. Ensuite, il n'y a rien qui arrive jusqu'à ce point où on a une charge concentrée. Alors ça va augmenter de 919. Alors on va revenir à plus 500. Donc ça c'est moins 419, ça c'est plus 500. Ensuite, ça c'est une charge distribuée. La résultante ici, ça c'est égal à 500 pounds. Alors ça c'est une erreur que certains étudiants font. Pour les réactions, c'est bien de faire les résultantes et d'utiliser ça pour dessiner pour trouver les réactions. Mais quand on dessine le diagramme M, okay, cette résultante, c'est juste le delta. Quand on dessine le diagramme V, la résultante c'est juste le delta V. Okay, alors ça c'est le delta V, c'est égal à moins 500 pounds. Mais quand je dessine le diagramme V, okay, la forme de le diagramme V, je vais regarder à cette charge distribuée. Alors premièrement, le delta V on vient de trouver, c'est moins 500. Alors je suis sûr que ça va revenir à 0. Mais en termes de distribution, okay, alors je vois ici, ça c'est plat. Alors celle-là va être linéaire, comme ça. Donc c'est important. Même chose avec le diagramme M, c'est le même concept. On doit faire attention à ça. Pour le diagramme M,
Alors ça va être en pounds et foot. Première chose que je devrais faire, c'est de trouver les airs ici, sous cette courbe. Alors, l'air 1, ça c'est 843. L'air 2, ça c'est moins 2095. Et l'air 3, ça c'est 1250. Alors, ces airs, ils sont égaux au delta M. Alors, si je commence ici, alors j'ai pas de moment concentré, alors je suis sûr que ça commence à 0. Ensuite, j'évalue l'air ici, entre ces deux points. Alors, j'ai trouvé c'est 883. Alors, le delta M1, c'est égal à 843. Alors, 0 plus 843, alors je sais c'est égal ici à 843. Et ça va être linéaire comme ça, parce que ça c'est plat, celui-là va être linéaire. Ensuite, je examine le delta M2. Le delta M2, on a trouvé c'est moins 2095. Okay, alors si je prends 843 moins 2095, ça va être approximativement, okay, je vais utiliser moins 1250. Okay, et ici encore une fois, parce que ça c'est plat, ça va être linéaire. Okay, j'ai juste pris 843 moins 2095. Et pour le troisième, le delta M3, on avait trouvé c'est égal à plus 1250. Alors, ça va revenir à 0. Okay, ce qui est correct, parce que ça c'est un côté libre. Et ce qu'on va avoir, c'est la courbe, parce que ça c'est plat, celui-là va être courbé. Alors, comment est-ce que la courbe va être? Je vais juste regarder le V entre, si on dit ça c'est A, B et C, entre les points B et C, qu'est-ce qui arrive à V? Okay, ça diminue. Alors la pente dans le diagramme M va aussi diminuer. Alors je suis sûr, ça va être comme ça. Okay, une courbe comme ça. Pourquoi? Parce que la pente diminue, c'est correct. Ici on examine le M max. On a un M max négatif et un M max positif. Alors quand on veut répondre à la question A, qui nous demande la contrainte maximale en valeur absolue, on va juste prendre la valeur absolue des maximums. Alors ça, c'est le plus grand des deux. Alors ça, c'est 1250 pounds foot. OK? Mais pour la partie B, où on nous demande la contrainte en compression, en traction, on devra évaluer les deux cas. Alors le M max positif, je vais le noter ici, c'est 843 pounds foot. Et le M max négatif, c'est moins 1250 pounds foot. OK. Alors, prochaine étape, c'est de trouver le centre de gravité ou l'axe neutre. Alors, parce que c'est une section qui n'est pas doublement symétrique, je dois faire le calcul et le tableau pour trouver ça. Alors, je vais mettre mon 0, 0 ici. Je sépare ça en deux éléments. Ça, c'est mon point de référence. Et je vais trouver c'est quoi le Y bar ici. Alors, vous allez faire un tableau comme ça, vous allez trouver ça. Alors, le Y bar, c'est juste 1.835 divisé par 1.925. Alors, ça va faire 0.955. OK? Alors, si je dessine ça ici, alors ça c'est 0.955. OK, on va dire c'est approximativement 1. Et le reste, ça c'est 2 inches. OK, alors ça c'est l'axe neutre. OK, alors le CO c'est égal à 2 inches. Et le C bas c'est égal à moins 1 inch. Et le C max en valeur absolue c'est égal à 2 inches. OK, alors ça c'est la première chose. Ensuite, on devrait trouver le moment d'inertie par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe Z. Okay, alors vous pouvez faire un tableau comme il est montré ici. Vous allez trouver que IZ est égal à 1.66 inch à la carte. Ensuite, je peux répondre aux questions. Alors, comme j'ai dit, on peut soit travailler en pounds et inch ou en kips et inch. Dans cet exemple, travaillons en kips et inch. Et si on fait ça, la réponse va être en KSI. Alors, on avait trouvé le M max qui était égal à 1250 pounds foot. Alors, je vais mettre ça en kips inch. Alors, 1250 pounds foot multiplié par
1 divisé par 1000. Ok, ça c'est pour convertir en kip. Et pour convertir les pieds, je multiplie par 12. Ok, et si vous faites ça, vous allez trouver une valeur de... Vous allez trouver une valeur de 15 kips inch. Ok, si vous voulez travailler en pounds inch, c'est aussi correct. Vous allez trouver la même réponse. Alors, je travaille en kips inch. Alors, j'ai trouvé ça, c'est 15. Le C max en valeur absolue, on avait trouvé c'est 2. Et le I, on avait trouvé ça. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver 18.1 kips per square inch. Alors, 18.1 KSI. Alors, ça, c'est pour la contrainte maximale. Pour la contrainte maximale en traction et en compression, je dois évaluer deux cas. Ce cas et ce cas. Et pour chaque cas, je vais faire la contrainte de haut et de bas. Alors, si je commence avec le premier cas, encore une fois, 883 multiplié par 1 divisé par 1000 multiplié par 12, ça va me donner 10 kips inch. Alors, ça c'est 10 ici. Alors, c'est plus 10. Le CO, c'était égal à 2 inch. Et je vais trouver moins 12.2 kips par inch carré, qui est égal à 12.2 en compression. KSI en compression. Si je fais la contrainte de bas, ça c'est encore 10. Et ça c'est moins 1. Et si vous faites ça, vous allez trouver plus 6.1 kips par inch carré. Vous allez trouver 6.1 en traction. Okay, alors ça c'est la première partie. Deuxième partie, je commence avec le 1250 pounds foot qu'on a dit c'est égal à moins 15 kip inch. Donc je vais trouver moins 15 ici. Et le CO, ça c'est 2. Et si je fais ça, je vais trouver plus 18.07 en traction. Et si je fais la contrainte de bas, ça c'est moins 15. Il y a un négatif ici à l'extérieur, j'ai oublié. Et ça c'est 1. Alors si vous faites ça, vous allez trouver moins 9.04. Alors 9.04 en compression. Alors ce que je vais faire, je vais évaluer toutes ces 4 et je vais choisir c'est laquelle la plus grande en compression. Alors si j'évalue celle de compression, alors c'est 9.04 ou 12.2. C'est laquelle qui est la plus grande? C'est celle-là. Alors ça c'est la contrainte maximale de compression. Si je fais le cas pour le cas de traction, j'ai 18.07 ou 6.1. Alors c'est laquelle qui est plus grande? C'est celle-là. Alors ça c'est cette valeur. Alors vous voyez l'importance d'évaluer les deux cas. Pour un des moments, okay, pour le moment positif, ça c'est le max en compression. Et pour le moment négatif, le max est en traction. Okay, alors c'est important d'évaluer les deux cas. Dernier exemple, c'est un exemple où on doit faire un exemple qui est posé de la façon inverse, c'est-à-dire on va nous donner la contrainte et on doit trouver le moment max que la poutre peut supporter et le P max que la poutre peut supporter. Et on nous donne la section, c'est une section comme ça, on sait. Alors, première chose, on nous dit que la contrainte de yield stress, okay, c'est égal à 460 MPa et on nous donne un facteur de sécurité de 2. Alors, on a besoin de la contrainte permise. Alors, la contrainte permise, c'est juste la contrainte de yield stress divisée par le facteur de sécurité. Donc, ça, c'est 460 divisé par 2. Donc, ça me donne 230 MPa. Ensuite, je vais trouver la position de l'axe neutre. Okay, j'ai fait le tableau pour vous, c'est donné ici. Doublement symétrique. On va trouver le Y bar qui est égal à 27.5. Alors, avec ça, on peut trouver le C max. Alors, ça, c'est le Y bar qu'on vient de trouver. Et, alors, le CO est égal à 12.51 mm. Et le C bas, c'est 27.49 mm. Alors, le C max en valeur absolue, c'est 27.49 mm. Et c'est cette valeur que je vais utiliser pour répondre à la question. Ensuite, je vais trouver le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Okay. Alors, je vais trouver ça. Vous pouvez faire le tableau. Et maintenant, je peux répondre à la question. Alors, dans ce cas, il nous donne la contrainte. Alors, c'est la contrainte permise.
Et on nous demande de trouver le M qu'on peut supporter. Alors on va juste remodifier, on va juste mettre le I de l'autre côté et diviser par C. Et si on fait ça, si je travaille en newton et millimètres, le C max c'était 230 MPa, ça c'est 230 newton par millimètre carré, donc ça c'est 230. Le I on vient de trouver ça, le C max on vient de dire c'était égal à 27,49. Ok, alors si vous faites ça, vous allez trouver 1.056 10 à la 6 newton millimètre. Ok, vous allez trouver cette réponse. Si je veux mettre ça en newton mètre, je divise par 1000, alors ça va être 1.056 10 à la 3 newton mètre. Et si je veux trouver ça en kilonewton mètre, c'est juste 1.056 kilonewton mètre. Et alors ça c'est le M max que la poutre peut résister. La deuxième question c'était quoi le P max que la poutre peut résister si on a cette charge qui est appliquée comme ça, le P qui est appliqué comme ça. Alors pour faire ça, j'ai juste besoin de trouver le diagramme M en termes de ce P. Alors je peux trouver ces réactions, ça c'est juste P sur 2 et P sur 2. Alors le diagramme V, ça va être P sur 2 comme ça. Ensuite je vais revenir à ici, ça va descendre, moins P sur 2, et ça va revenir ici à 0. Donc ça c'est le diagramme V. Le diagramme M, parce que ça c'est 3 mètres, le A qui est égal au delta M, c'est juste 3 multiplié par P sur 2. Alors le M, ça va commencer à 0, et ça va aller 3P sur 2, et ensuite ça revient ici à 0, comme ça, parce que ça, le A delta M, c'est moins 3P sur 2. Alors le M max dans cette poutre, le M max, est égal à 3P sur 2. Et on vient de résoudre le problème et on a trouvé que le M max était 1.056 kN. Alors je peux résoudre pour le P. Alors si vous faites ça, vous allez juste résoudre pour le P, ça c'est le P max, ça va être égal à 0.704 kN, et c'est ça la réponse. Alors si j'applique une charge qui est plus petite que 0.704 kN, qu'est-ce qui va arriver? On ne va pas dépasser la contrainte permise, sigma allowable. Mais si j'applique par exemple 1 kN, qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir une contrainte interne qui est plus grande que la contrainte permise. Okay, alors ça c'était pour illustrer cet exemple. Et c'est la fin du TD Web numéro 7.